Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 s'est terminée vendredi dernier. Les écureuils du Bénin y ont pris part, mais leur aventure s'est arrêtée en quart de finale. Une première dans l'histoire du football béninois que rapporte au Bénin cette participation des écureuils. Nous recevrons un membre de la Fédération béninoise de football pour nous en édifier. Ce sera un dossier de la semaine. Mais avant, avec les confrères, nous aurions débattu de cette nouvelle décision d'interdiction de l'usage de véhicules administratifs à des fins personnelles. Quels sont les tenants et aboutissants de cette décision? Pourra-t-elle être mise en application sans parti pris? Eh bien, nous ferons le débat autour de ces questions. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Wikeko que nous démarrons par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Entreprendre, c'est bien, mais il faut également maîtriser les bases de l'entrepreneuriat. Dans cette logique et dans le souci de réduire le taux de chômage des jeunes, le Conseil national pour l'emploi les forme à l'entrepreneuriat. Ils ont suivi plusieurs communications sur les différents types d'accompagnement pour mieux entreprendre. Plus de précisions avec Edmond Rumbo et Amandine Agnamoussou. Le chômage est l'un des fléaux majeurs qui frappe aujourd'hui la jeunesse au Bénin et il touche les jeunes de 15 à 35 ans, ce qui représente 66% de la population active. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi apparaissent désormais comme une solution certaine pour réduire le taux de chômage. Mais pour y arriver, les jeunes doivent disposer des ressources nécessaires. Contrairement à ce qu'on pense, la première ressource est l'information. Et l'information regroupe le recueil de l'information, la transmission de l'information et la présentation même, parce que les jeunes ne savent pas se présenter. La deuxième ressource, en dehors de l'information, c'est au niveau du management et de l'organisation. Comment ils s'organisent entre eux, avec qui ils sortent, quelle est l'équipe qu'ils visitent, et ainsi de suite. Et la troisième ressource, c'est le temps, parce qu'ils ne savent pas gérer le temps. Ils croient qu'ils sont jeunes et tout, juste après, ils traversent les 40 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Et il y a la quatrième ressource qui est les ressources financières. Et la cinquième ressource, la dernière, c'est les ressources philosophiques et psychologiques. Pour aider les jeunes béninois à mieux entreprendre, le Conseil national pour l'emploi des jeunes a initié à leur intention une rencontre d'échange et de partage d'expériences. De toutes les explications entendues, j'ai gardé que le jeune, en temps normal, ne doit pas attendre un quelconque emploi d'une autorité ou d'un État, mais doit se prendre en charge et savoir que son destin, c'est à lui-même de le créer. Il n'est pas donné au hasard à un jeune de rêver, sans toutefois quand même se prendre en charge et savoir se situer par rapport au temps et se fixer des objectifs pour la réussite. Tout ce qu'on a dit va me servir, je sais bien que ça va me servir parce que déjà, dans ma tête, c'est que la mentalité a déjà changé, ça a déjà changé. Et je sais que dans l'avenir, je vais me lancer pour pouvoir satisfaire et atteindre les objectifs que je me suis moi-même fixés. Le travail permet à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. L'esprit d'entreprise ne doit pas être perçu comme une stratégie de survie, mais comme une opportunité pour développer la nation. Lutter efficacement contre les changements climatiques, c'est l'objectif du Fonds mondial pour l'environnement. Il a donc initié à cet effet un projet soutenu par le ministère du Cadre de vie. Le principe, c'est d'amener les organisations non gouvernementales à sensibiliser les populations à un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Bruno Rotekbo, Gloria Oni. La lutte contre les changements climatiques, la diversité biologique et la dégradation des terres constituent une solution pour le bon rendement des cultures et la protection des sols. Cependant, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés représente une menace pour l'écosystème. Lorsque les sols sont dégradés, on ne peut plus faire l'agriculture vraiment de niveau satisfaisant. Or, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés peut
entraîner vraiment une telle catastrophe, ce qui n'est pas bien pour nous. Ces mêmes produits chimiques déversés dans les cours d'eau produisent des effets catastrophiques au niveau de l'écosystème, notamment les poissons et tout ce que nous avons. Il s'agit donc de porter l'information aux populations qui souffrent des conséquences liées au changement climatique. En réalité, le plus important, c'est que nous puissions élaborer des projets concrets relatifs à l'environnement pour faire en sorte que nos cas de vie et la dégradation de l'environnement ne puissent pas être vraiment assez accentués. Surtout, tenir compte de la santé de nos populations qui ont besoin d'une meilleure protection de leur cas de vie. Il s'agit pour ces ONG, soit en action ou en plaidoyer, d'aller vers au niveau des autorités locales, des autorités au niveau central également, pour voir dans quelle mesure les amener à prendre en compte tous les accords qui sont signés au niveau international. Et pour y arriver, les organisations non gouvernementales sont appelées à collaborer et à partager leurs expériences dans la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement. Il faut que ces ONG-là, qui sont sur le terrain et qui sont en contact avec les populations, puissent cerner la vision de ce projet et qu'on établisse un lien permanent entre eux afin qu'on ait les feedbacks sur les actions concrètes qu'elles mènent sur le terrain. Ainsi, on aurait atteint nos objectifs et ce faisant également, on va atteindre les populations pour qui nous luttons. Parce que sans les effets concrets au niveau des populations, nos actions n'auraient pas vraiment de sens. Ces ONG et acteurs des ministères sectoriels vont élaborer des projets concrets pour amoindrir la dégradation de l'environnement et éduquer les populations à un changement de comportement. C'est une habitude commune à la majorité des Béninois. Pour étancher leur soif, ils préfèrent l'eau glacée. Les ménages ou les restaurants n'en manquent presque jamais. Mais selon les médecins, la consommation de l'eau glacée a des conséquences sur la santé. Samson Thiaumont et Judith Tossa nous en parlent dans ce reportage. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait frais aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger. En même temps, il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau. C'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc, je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent à s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée.
Fin du mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Week-Echo. Merci à vous Estelle Pazot. La suite de Week-Echo, c'est la revue de presse économique de la semaine réalisée par Amadine Aniabosso. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique sur Week-Echo. Port autonome de Cotonou, des performances qui confortent l'économie nationale. L'information est à la une du journal La Nation du lundi 15 juillet 2019. Selon le quotidien du service public, le port autonome de Cotonou a atteint une hausse de son trafic pour la 3e fois consécutive. Il a atteint 6 millions de tonnes au premier semestre de l'année 2019. Le journal relève également dans cette parution une rencontre entre l'AIC et les cotonculteurs le 20 juillet à Savalou. Une information relayée par Fraternité qui précise en manchette que de grosses surprises attendent les meilleurs producteurs de l'or blanc à cette 3e édition de la fête des cotonculteurs du Bénin. L'AIC vise pour cette campagne 2019-2020 800 000 tonnes de coton, précise le journal. Carburant toxique à la pompe, la fin de la récréation, titre le quotidien La Nation dans sa parution du 16 juillet 2019. Le Bénin n'accepte plus l'essence et le gasoil toxique sur son sol. Le décret portant limitation de la teneur en soufre dans ce type de carburant est clair. La mesure prise en janvier dernier est entrée en vigueur depuis le 15 juillet. La priorité met à sa une interdiction de l'importation des carburants toxiques de l'Europe au Bénin, la santé des Béninois et l'environnement, priorité du gouvernement. Le quotidien précise que cette décision du gouvernement béninois fait suite à une enquête qui révèle que l'Afrique bénéficie de carburants dont la teneur varie de 1500 à 10 000 particules par million. Dans la même dynamique, le Bénin intelligent annonce que cette mesure permet au Bénin d'intégrer le cercle des nations africaines qui ne tolèrent plus les carburants sales et toxiques sur leur sol. Sur un autre plan, Bénin Intelligent nous informe du scandale de la réfection des pistes de l'aéroport de Cotonou. Des milliards ont été engloutis dans des travaux de mauvaise qualité. L'information est également à lire dans les colonnes du journal Le Progrès qui parle de graves malversations découvertes par la mission d'expertise. L'événement précise quant à lui qu'un gros scandale a été démasqué. Direction générale de la police républicaine, Soumaïla Alabi Yaya remplace Nazer Ounokwe, titre le télégramme du jeudi 18 juillet 2019. Il a été nommé en Conseil des ministres. Même information à la une de Fraternité qui donne plus d'informations sur le nouveau patron des policiers qui était, depuis le 11 janvier 2018, le directeur général adjoint de la police républicaine. L'usage des véhicules administratifs à des fins privées est désormais interdit. L'information est à lire dans les colonnes du quotidien Fraternité du mardi 16 juillet. Selon une note de service du ministère de l'Économie et des Finances mise en exergue par le journal, la mise à disposition de véhicules administratifs à des fins de cérémonie d'enterrement et autres événements personnels est suspendue. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'attention. À bientôt. Merci à vous, Amadine Aniabosso. Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, la direction du matériel et de la logistique dit stop à l'utilisation des véhicules administratifs à des fins personnelles. Comment faut-il comprendre cette décision? Eh bien, nous en discutons juste après ceci. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités déjà sur ce plateau. Vincent Aoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Radio Bénin à la FIA.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau pour la première fois. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Et en face de vous, lui, c'est un habitué, Josué Fortuné Merveilleux. Bonjour. Bonjour. La pleine forme? Oui. Et à la Nation, ça va bien? Comme sur des roulettes. Très bien. Alors, depuis le 11 juillet dernier, mesdames et messieurs, plus aucun agent de l'État n'a le droit d'utiliser à des fins personnelles un véhicule administratif. Dites-moi, Vincent, qu'est-ce qui a pu susciter cette décision? Oui, merci et je salue nos téléspectateurs. Je voudrais tout simplement faire constater que l'usage des véhicules administratifs tel que ça se fait chez nous, et ce n'est plus un secret pour personne. Les gens en font un usage très abusif. Déjà, quand je dis un usage abusif, et je dis très abusif, ça veut dire que... Et qu'est-ce que vous mettez dans très abusif? De façon générale, oui. Vous savez que ce n'est pas tous les agents de l'État qui ont droit à un véhicule de fonction ou de service. Vous avez les directeurs généraux, quand je prends les services, qui ont droit à des véhicules de fonction. Et vous avez des directeurs qui ont droit à des véhicules de service. Tout à fait. Mais ceux qui ont droit à des véhicules de service utilisent des véhicules de service comme des véhicules de fonction. Et nous savons tous l'immatriculation, la couleur de l'immatriculation d'un véhicule de service. Peut-être que vous allez essayer de nous faire, d'aider les téléspectateurs justement à comprendre la différence entre un véhicule de fonction et un véhicule de service. Oui, la différence physique, c'est déjà la couleur de la plaque d'immatriculation. Oui. Un véhicule de fonction, sa plaque d'immatriculation a une couleur bleue. Oui. Ça, c'est véhicule de fonction. Mais quand c'est un véhicule de service, c'est couleur rouge. Oui. Maintenant, un véhicule de fonction, c'est destiné à quel usage? C'est pour les... Disons que c'est pour véhicule de fonction. Ça veut dire que celui à qui on l'a affecté peut l'utiliser à des fins personnelles, c'est ce que vous voulez dire? Un véhicule de fonction? Oui. Un véhicule de fonction avec un peu de nuance, on va dire oui. Je dis bien avec un peu de nuance. Parce que le véhicule de fonction, vous le donnez à un directeur général. Oui. Il vient au service avec, il rentre avec. Même les week-ends, il en dispose. Voilà. Vous voyez? Sans ordre de mission. C'est pour ça que je dis avec un peu de nuance, on peut dire oui. Mais les véhicules de fonction, non. Qui ont des plaques rouges? Qui ont des plaques rouges. On ne doit pas rentrer avec. On ne doit pas rentrer avec. On vous dépose avec. Et on vient le garer au service. Quand vous êtes au service, vous avez une mission dans le cadre du service, vous en disposez. C'est comme ça qu'on utilise les véhicules de service. Mais justement, vous parliez tout à l'heure d'un usage très abusif. Très abusif. Quel est cet usage? Vous avez des véhicules, des gens qui conduisent des véhicules de service, qui rentrent avec, qui parfois même donnent ça à leurs femmes pour aller faire des emplettes au marché. Vous rencontrez ça dans des coins reculés, peut-être pour aller prendre des charbons de bois, ou je ne sais quoi. L'usage est très abusif, tel que ça se fait chez nous. Je crois que de façon générale, si aujourd'hui une décision vient réguler cet usage-là, c'est une décision à saluer. Très bien. Merci à vous, Vincent. Je ne sais pas si Josué aussi pense que les fonctionnaires à qui on a affecté des véhicules de fonction en font un usage vraiment abusif, très abusif, comme le disait tout à l'heure Vincent. Je crois que je partage totalement le point de vue de Vincent sur la question et je voudrais déjà le remercier d'avoir permis à ceux qui nous suivent en ce moment d'avoir un peu plus de détails, de faire la distinction parce que ce n'est pas toujours évident pour le commun des Béninois de savoir quel attribut mérite telle plaque, quel attribut mérite tel autre. On voit tous les véhicules en général comme des véhicules de l'État, les gens ne le font pas souvent. Sauf que je dois préciser qu'il y a également des véhicules de fonction qui ont quand même des plaques belges au niveau de certaines structures et offices de l'État. Alors, je suis totalement d'accord avec lui, comme je le disais tout à l'heure, pour dire qu'il y a un usage mais vraiment abusif qui se fait de ces véhicules. Vous avez déjà des gens qui n'ont pas droit en principe à ces véhicules-là, à qui on les a faites. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu réglementé. Ce n'est plus la pagaille qu'on observait il y a quelques années. C'est un peu réglementé, mais je pense qu'il reste quand même à quelques détails près certaines choses à voir. Dans le même temps, vous voyez des gens à qui on a fait peut-être des véhicules de fonction, des véhicules de service, des véhicules de fonction, donc à immatriculation rouge, mais qui s'arrangent pour être dotés d'un ordre de mission permanent. Ce n'est pas possible, par exemple. Voilà autant de choses, d'aberrations auxquelles on assiste
et qu'il faudrait peut-être progressivement corriger avec le temps. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui pour dire qu'aujourd'hui, l'usage qui est fait par certaines personnes, parce que si on généralise, ce ne serait pas bien, parce qu'il y en a quand même qui ont encore le sens de la responsabilité, le sens de l'État, et qui essayent de l'utiliser comme cela se doit. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Mais il y en a qui sont totalement dans l'excès, qui sont dans l'exagération. Vous voyez parfois des véhicules de service ou de fonction dans des missions, dans des activités qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec le service public. Mais on aurait également appris que lors justement de l'utilisation de ces véhicules, certains agents font le transfert de pièces ou de moteurs de ces véhicules, du véhicule de l'État à leur propre véhicule. Bon, ça va être difficile pour nous sur ce plateau d'être aussi affirmatif sur un sujet comme celui-là parce que nous n'avons pas de pièces probantes pour le prouver. Mais en règle générale, je pense quand même que même au sein de l'administration, on sait qu'il y a ce genre de comportement qui est dénoncé, qui sont dénoncés peut-être par ceux qui sont en charge justement de gérer le patrimoine, le matériel ou le patrimoine roulant de l'État. On sait que plusieurs fois, il y a eu des cas de dénonciation par rapport à ce genre de choses. On change les moteurs, on prend le véhicule neuf, on enlève le moteur neuf, on va mettre un moteur, un vieux dedans, quitte à ce qu'aux frais de l'État, on puisse le changer ou le réparer. Donc, on ne peut pas nier. Pour être sincère, on ne peut pas nier le fait que ce genre de situation existe. C'est effectif, mais on ne peut pas être assez affirmatif parce qu'on n'a pas d'éléments probants à apporter par rapport à ça. Mais vous savez, dans certaines structures de l'État, lorsque vous êtes éploré, par exemple, ou bien vous avez une cérémonie de mariage à faire, la convention qui vous lie précise que vous avez, par exemple, droit à l'utilisation de ces véhicules administratifs, peut-être pendant 24 heures, 48 heures ou 72 heures, selon votre grade. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a véritablement pas besoin d'assister, de venir en assistance à ces agents qui ont besoin justement à ces occasions de véhicules administratifs? Bon, je crois que la décision qui est prise a trait également à ces gens d'usage de véhicules administratifs. La décision suspend également l'usage ou l'allocation de véhicules administratifs aux agents de l'État qui ont perdu un de leurs proches. Je crois qu'il faut déjà voir ce qui a amené à ça. Parce que vous avez dit tout à l'heure, selon votre grade, on vous alloue le véhicule de l'administration pour peut-être 48 heures. Oui. Mais vous avez pour la plupart des cas, c'est indicatif. C'est indicatif. Ils en disposent pratiquement pour une semaine ou 2 semaines. Donc, l'usage abusif vient là également. Et lorsque c'est comme ça, je crois qu'il vaut mieux voir la réalité en face et prendre les dispositions. Si il faut toute décision, pour moi, toute décision qui vise à rationaliser, vous voyez, les dépenses de l'État, ou à sauvegarder tout ce qui est patrimoine de l'État, il faut la saluer. Mais lorsque vous prenez une telle décision, il faut prendre des dispositions, il faut prendre des mesures. Justement. D'accord? C'est très important. Lorsqu'on prend cette décision, vous savez aussi, je ne sais pas si ça concerne aussi les bus que l'on met à la disposition. Par exemple, vous êtes éploré, vous, Vincent Aoué, vous êtes éploré ou bien vous avez votre mariage à célébrer. Vos collègues décident de venir vous soutenir. On met un bus du service à la disposition. Est-ce que ça, là aussi, c'est désormais interdit? Oui, vous savez, l'assistance de l'administration pour à celui qui est éploré ou qui célèbre un événement heureux, c'est important parce que l'agent est au service de l'administration. Donc, c'est normal que quand il est éploré, qu'on l'assiste ou quand il a un événement heureux, qu'on partage la joie avec lui. Et ça se fait aujourd'hui sous 2 formes, comme vous l'avez dit. On met un véhicule peut-être pick-up qu'il utilise pour faire des courses. Vous voyez, peut-être quelques jours, 2 jours, 3 jours avant l'événement, il en dispose et il fait des courses avec un chauffeur administratif, un conducteur administratif. Et en plus de cela, le jour de l'événement, on met un moyen de transport commun. Vous voyez, à la disposition des collègues qui voudraient bien aller soutenir leurs collègues, d'accord, physiquement et moralement. Je crois que si
on prend les dispositions de suspendre l'usage abusif. L'usage abusif se fait au niveau de véhicules qu'on alloue quelques jours avant, qu'on fait les courses. C'est à ce niveau-là que l'usage abusif se fait. Moi, je pense que si on doit suspendre, et le fait de mettre un moyen à disposition pour aller soutenir le collègue sur les lieux, le jour, puisque c'est le jour-là que ce véhicule revient avec les collègues qui sont partis. Le collègue qui veut rester plus longtemps, il se désolidarise de l'équipe. Il reste avec le collègue. Donc on a la certitude qu'on en fait un usage vraiment raisonné et rationnel. Oui, moi je pense que pour ça, il n'y a pas de problème. Le CVA qui conduit ce véhicule-là pour l'événement, il sait qu'il est allé pour l'événement, il finit l'événement, il ramène les collègues avec le véhicule. Donc il va falloir que la direction de la logistique et du matériel on peut faire la part des choses relativise pour ne pas empêcher justement les agents de jouir de ces prérogatives que leur donne. Et là également, et même au niveau du véhicule, de l'usage qu'on suspend pour assister le collègue quelques jours avant, je crois qu'on peut toujours prendre d'autres dispositions. Même si on alloue pas un véhicule. Nous allons en parler tout à l'heure, nous allons parler de ces dispositions. Mais aujourd'hui, on aurait également appris, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un système de location de véhicules. On parle de leasing. Et on a appris que c'est parce que ces véhicules consomment beaucoup et qu'il va falloir rationaliser. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas à cause de l'argent que l'on injecte dans la carburation et aussi le fait que les moteurs vont vite se fatiguer qu'on est en train de vouloir prendre cette décision? Non, pas forcément. Vous savez, un véhicule, il est fait pour être roulé. Et quand il est acheté, c'est également pour être roulé. Maintenant, c'est de savoir si c'est roulé surtout quand nous parlons ici de véhicules administratifs, est-ce que c'est roulé suivant les normes que l'administration a prévues? C'est là que la question se pose. Et je pense que ce n'est pas forcément ça le vrai problème. Et aujourd'hui, si c'est les mêmes acteurs ou les cadres, le personnel administratif. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le personnel administratif qui n'aura qu'à s'apprendre en lui-même pour avoir commis tellement d'abus qui obligent à cette restriction-là. Parce que c'est normal, ça, c'est dans l'ordre normal des choses qu'on décide de vous soutenir d'une manière ou d'une autre, que l'administration à laquelle vous appartenez, pour lequel vous rendez autant de services, décide dans des moments malheureux ou heureux de vous accompagner de quelque manière que ce soit pour vous faciliter les activités que vous avez à faire dans le cadre de ces événements. Lorsque il y a tellement d'abus qui obligent aujourd'hui l'administration à restreindre, et cette restriction-là, je pense que c'est également les bénéficiaires qui... C'est vrai que l'idéal n'aurait pas été cette restriction. On aurait souhaité peut-être que ce soit un peu plus encadré, mieux surveillé, mieux organisé, mais face à la pagaille, vous savez, face à la pagaille qui s'observe, on est obligé de taper du poing sur la table, tout au moins d'arrêter d'abord la saignée, en attendant de voir un peu après comment est-ce qu'on peut réglementer, comment est-ce qu'on peut réorganiser pour que ça se fasse un peu plus, avec un peu plus d'efficacité ou de plus. Mais dans tous les cas, je pense que la décision, elle est à saluer. Elle est à saluer dans la mesure où, vous n'êtes pas, Vincent le disait tout à l'heure, des gens, le véhicule, il est d'abord destiné à l'administration. Bien sûr. Et donc, si, quel que soit l'événement que vous avez, qu'il soit heureux ou malheureux, si vous décidez de retirer un véhicule de l'administration pour une semaine, à des fins personnelles, et parfois même avec la carburation de l'État, je pense que c'est l'État qui paye. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de rationalisation des dépenses publiques et par rapport à ça, il faut réorganiser et revoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut assister. On peut même assister. On peut assister sans mettre un véhicule à disposition. Et là, en fait, aujourd'hui, il faut dire que cette décision vient réparer un peu une sorte d'injustice. Parce qu'il y en a qui bénéficient de tout temps de ces véhicules-là, même parfois même pour des cérémonies qui ne les concernent pas directement, bien sûr, pendant que d'autres n'ont jamais la chance d'en bénéficier. Donc c'est une sorte d'injustice qui est créée au niveau de l'administration. Mais est-ce que vous ne pensez pas que des privilégiés et d'autres des moins privilégiés. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir faire table rase, réorganiser dans la mesure du possible. Si c'est une décision si il faut suspendre, c'est qu'on suspende définitivement et on sait que plus personne n'en jouit. Et il faut être vraiment sincère, vraiment rigoureux pour que personne n'en jouisse. Mais si c'est qu'il faut réorganiser, il faut réorganiser de manière à ce que chacun puisse trouver son compte. Parce que j'imagine, si on décide par exemple d'affecter le véhicule à
du personnel qui aurait perdu par exemple des ascendants. J'imagine quelqu'un qui rentre dans l'administration alors qu'il a perdu tous ses ascendants. Vous comprenez que... il n'en bénéficiera jamais. C'est ça. Donc c'est en ça peut-être que la décision, à certains points de vue, elle est totalement salutaire. Mais dans tous les cas, dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques, je pense d'abord que c'est une décision à saluer. Absolument. C'est une décision à saluer selon vous, Josué Fortuné. Mais vous parliez tout à l'heure des dispositions qu'il faut mettre en place pour mieux organiser. Parlant tout à l'heure de l'injustice, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une politique de poids, de mesures sur le terrain? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours des privilégiés qui vont continuer à utiliser ces véhicules parce qu'ils appartiennent et se réclament défenseurs de ce régime? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va encore assister à cela? Bon, je crois que l'esprit malin est toujours là. Et c'est l'effort qu'on fait pour combattre cet esprit malin-là. C'est ça qu'il faut voir. Et parce que, vous voyez, quand vous prenez une décision, vous mettez les directives, les orientations pour appliquer la décision. Mais dans la mise en œuvre, on peut avoir des défaillances. Et c'est pour ça que nous disons que il n'y a pas de loi parfaite. Même quand une loi est parfaite, la loi là ne vaut que ceux qui vont l'appliquer. Et comment ils vont l'appliquer? Donc lorsque la décision est prise, comment nous allons l'appliquer? D'accord. Alors c'est là que réside et c'est là que le malin joue. Maintenant, dites-nous comment faut-il l'appliquer, puisque vous saluez déjà cette décision. Oui, ça va permettre de faire une gestion rationnelle des moyens roulants de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que vraiment cette décision puisse porter ses espoirs, ses fruits? Il faut déjà, comme Josué le disait, quand vous retirez, comme on le dit, quand vous retirez un bonbon à un enfant, vous lui arrachez un bonbon, il faut lui trouver autre chose pour le calmer, en lieu et place. Donc il faut déjà que pour la mise en œuvre correcte de cette décision-là, qu'on trouve autre chose en lieu et place des véhicules qu'on alloue aux agents. Ne serait-ce qu'un forfait. D'accord. Et là, on sait que tout le monde a droit à ça quand il a un événement heureux ou malheureux. Voilà. D'accord. Maintenant, et le suivi, on met un système de suivi en place pour qu'on ne fasse pas d'injustice par rapport à ça ou bien qu'on ne crée pas de privilégiés par rapport à ça. Et veiller à ce que la décision qu'on a prise de suspendre l'usage de véhicules, que les gens ne marchent pas sur cette décision-là, que certains utilisent ces véhicules administratifs et que d'autres n'en utilisent pas. Merci. Lorsqu'on va commencer par créer ça, l'application sera inefficace. Merci à vous, Vincent Aoué, pour votre contribution. Je vous laisse aussi la parole pour des propositions. Cela va tenir lieu de votre mot de fin. Je ne vais pas répéter Vincent, qui je crois a dit l'essentiel de ce qu'on peut envisager aujourd'hui comme mesure par rapport à cette situation. C'est vraiment important, si on veut suspendre la décision, qu'on la suspende et qu'elle s'applique à tout le monde, mais sans restriction. Il ne faut pas qu'on crée, comme vous l'aviez dit tantôt, du 2 poids 2 mesures dans l'application de cette décision-là. Si on décide de ne plus avoir des véhicules administratifs sur les cérémonies privées et personnelles des agents ou du personnel de l'État, qu'on l'applique à tout le monde, mais sans restriction aucune. Première chose. Deuxième chose, il faut veiller à ce que ceux qui disposent ou ceux qui ont droit à des véhicules administratifs puissent l'utiliser rigoureusement et réglementairement dans le cadre du service et suivant les normes fixées par les tests en vigueur dans la République. Dernière et troisième chose, s'il faut suspendre cette mesure d'accompagnement, je considère que c'est une mesure d'accompagnement de l'État ou de l'administration au profit de son personnel. S'il faut la suspendre, il faut envisager des mesures d'accompagnement par rapport à ça. Absolument. Merci aussi à vous, Josué Fortuné, Merpenou. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les propositions faites. Eh bien, les responsables sont à l'écoute et en tireront vraiment la semence qu'il faut pour la mise en application de cette décision dans l'administration publique. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine et cette fois pour parler de la participation des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Qu'est-ce que cette participation a rapporté à notre pays? Eh bien, nous allons en parler juste après ceci.
Les écureuils du Bénin ont révélé le Bénin au monde entier à travers leur brillante participation à la CAN. Même si l'aventure ne s'est arrêtée qu'en quart de finale, eh bien le Bénin aura fait parler de lui à travers ses ambassadeurs, les écureuils du Bénin. Qu'est-ce que ça a rapporté au Bénin? Nous avons réalisé un reportage que je vous invite à suivre. Il est signé Perspective Torsa. Une surprise agréable, c'est ce qu'a été la victoire des écureuils face aux Lions de l'Atlas. Une victoire qui propulse en quart de finale les poulains de Michel Doussouye pour la première fois de leur histoire. Un bonheur que savourent aussi bien les Béninois que les joueurs. Mais au-delà, cette participation a généré des ressources financières. Et quand vous regardez juste le barème des primes définies par la CAF pour la CAN en 2017 et en 2019, quand vous atteignez les quarts de finale, vous vous en sortez avec pas moins de 800 000 $. En francs CFA, on est aux alentours de 400 millions de francs CFA selon le cours bien sûr du dollar. Aujourd'hui, le Bénin est habillé par une marque de référence et je pense qu'avec le parcours des écureuils, ça devrait se poursuivre. L'activité économique sur place aussi a été boostée. On a vu comment les Béninois spontanément ont commencé par être fiers de s'afficher en maillot jaune, de porter des maillots jaunes et tout ça. Donc ces personnes-là aujourd'hui qui sont dans la vente des articles de foot ont forcément gagné avec ce parcours des écureuils. Les sponsors qui éventuellement étaient réticents pour la saison écoulée, je suis sûr qu'avec un parcours de quart de finaliste, vont plus se poser des questions et vont donner leur confiance à la fédération en se disant quand même qu'il y a un travail qui se fait et qu'il faut accompagner tout ça. Un accompagnement qui va davantage stimuler les footballeurs et toute l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les défis à venir. Le Bénin a été révélé au niveau mondial dans ce domaine. Mais avec ce qui s'est passé, beaucoup d'Égyptiens ont même réclamé nos maillots, ont demandé des échanges de numéros. Mais je suis sûr que ce n'est pas en Égypte seul que ça s'est passé en matière du bonus, du nombre de points au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Le Bénin vraiment a gagné assez de points pour cette participation à la CAN. Les retombées vont peut-être venir encore des années après. Et vous allez voir que nous allons d'ici à là avoir un afflux de joueurs dans nos championnats. Parce que quand un championnat de la visibilité, quand un championnat de la valeur, beaucoup de stars, beaucoup de joueurs cherchent à venir aussi évoluer dans ces championnats afin qu'ils puissent être visibles à l'extérieur. Le Bénin continue de révéler ses potentialités au monde. Notre pays, de par la prestation des écureuils à la CAN Égypte 2019, vient de graver son nom dans les annales du football africain. Absolument, merci à vous, Perspective Torsa, pour ce reportage que vous nous avez réalisé. Et nous avons sur ce plateau notre invité, Wahabou Adam Chabi. Il est membre de du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il en est d'ailleurs le responsable financier. Bonjour. Bonjour, monsieur Roque. Monsieur Adamou Chabi, oui. C'est un plaisir de vous avoir. Hein? Vous êtes venu avec... Tout le plaisir aussi, le plaisir partagé. D'accord. Ulvaïus Balogun, bonjour. Bonjour, Roque. Oui, c'est vrai, nos écureuils ont fait une très bonne prestation. Ils se sont arrêtés en quart de finale, mais cela a généré des retombées au pays. Absolument, absolument. Et l'expert, il est là, il va nous en parler tout à l'heure. Et déjà, je tiens à vous dire, vous savez, la finale a eu lieu vendredi dernier. Oui. Et tenez-vous bien, sans trahir un secret, le vainqueur a reçu une prime de 4 millions d'euros, soit un peu plus de 2 milliards 650 millions de francs CFA. Cela aurait pu revenir au Bénin. Absolument, cela aurait pu revenir au Bénin. Et l'on ce n'est que partie remise. L'on se demande justement qu'est-ce que nos écureuils du Bénin ont gagné en participant à cette compétition. Ah, alors, oui. Monsieur Wahabou Adam Chabi, les écureuils du Bénin sont revenus à Cotonou avec combien dans leur poche? C'est une question colle? Non, on ne va pas dire ça. Déjà, je salue tous les téléspectateurs. En fait, je devais saluer aussi, vraiment, si vous le permettez, le père de la nation, vraiment qui a cru en ces écureuils-là. D'accord. Et à tous les membres du comité exécutif et aussi à son ministre chargé des sports. Oui. On devait remercier aussi tout le public sportif qui a cru aussi. Au départ, n'avait pas cru, mais avec la petite Vénan Mania, ils ont cru à nos chances. Ouais.
la participation des écureuils à cette CAN-là a été une réussite pour nous sur tous les plans. Bon. Maintenant, par contre, par rapport à votre question, c'est à l'heure où nous parlons, si nous hasardons à vous donner un chiffre, ça serait aléatoire. De toutes les façons, mais pour les quarts de finalistes, est-ce qu'il n'y a pas une cagnotte qui leur est réservée? Déjà, vous savez, lorsque vous participez aux éliminatoires, vous avez déjà quelque chose de la CAF. Combien à peu près? Lorsque vous êtes qualifié, environ 250 000 $. Ça, en CFA, 250 000 $. Oui, ça doit tourner. Quand on est qualifié, c'est ça? Oui, quand on est qualifié. Quand on est environ qualifié, un peu plus de 146 millions. Voilà, quand on est qualifié, il faut. Maintenant, lorsque on passe les phases de poule, il faut primer l'excellence. Tout à fait. Donc, ça, vous devez avoir une cagnotte qui viendrait par rapport. La CAF fait ces répartitions-là, ce n'est pas d'avance. C'est par rapport aux droits vendus et aussi les tickets d'accès, tout ça là. Donc c'est dynamique, c'est dynamique, mais il doit avoir des montants planchers. Voilà, mais si vous attardez sur le montant plancher, ça ne serait pas exactement ce que vous aurez reçu. Effectivement. Là, quelqu'un peut prendre votre déclaration à la télé pour dire mais vous avez dit que vous avez reçu tel. Oui, mais ce qui est évident, c'est que pour la CAN, la dernière CAN, pour les quarts de finalistes, ils ont reçu 750 000 €. Donc ça ne peut pas diminuer. Ça ne peut pas diminuer. Parce qu'ils sont dans une dynamique d'augmentation de tous ces des revenus-là. Donc je crois qu'au minimum, le Bénin peut s'attendre à ce montant-là. Je crois qu'actuellement, je ne sais pas, le président de la fédération est OK par rapport à tous ces trucs-là. Donc il va revenir certainement avec une valise bien remplie. Voilà. Alors on peut déjà s'attendre à un peu plus de 600 millions de francs CFA, parce que quand on sait que quand on est qualifié, on a environ 147 millions. Quand on est quart finaliste, on a environ près de 500 millions. Donc on est déjà dans les 600 millions. C'est beaucoup d'argent. Au minimum. C'est beaucoup d'argent. C'est bon, près du par milliard. rapport à tout ce que le Bénin aussi dépense, dans ce cadre-là aussi, bon, c'est relatif. Mais c'est déjà quelque chose. Il faut accompagner les équipes, il faut les encourager à aller de l'avant. Donc c'est ce que le Bénin, nous avons compris et c'est ce que nous faisons. Donc, voilà. Mais en dehors de ce gain financier, est-ce qu'il n'y a pas, tout à l'heure on a suivi dans le reportage réalisé par Perspective Tossa, les intervenants parlaient des sponsors qui vont désormais venir dans le pays, qui font désormais confiance en l'équipe nationale, qui vont l'accompagner. Et tout cela, comment vous évaluez? En fait, les conséquences, c'est les conséquences positives. Et ces conséquences-là, on peut les évaluer sur plusieurs plans. D'abord sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan moral. D'accord. Voilà. Donc sur le plan politique, en fait... Bon, on ne va pas en parler trop parce que... Non, je veux juste en faire un mot pour dire, sur ce plan-là, l'engouement est là. D'accord. Je n'ai plus à démontrer. OK. Sur le plan social... À l'international, moi, j'ai pu être arrêté par les Égyptiens qui demandaient, mais c'est Bénin. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas le Bénin. Ils ne connaissent pas le Bénin. Ils savent où. Ils prennent la carte de l'Afrique. Ils me demandent de leur montrer où est-ce que le Bénin. Donc, je les ai montré le Bénin. Ils disent, ils sont tous morts. Mais pas plus petit que le Togo. Pas plus petit que le Togo, mais ils connaissent le Togo. Voilà, donc c'est le sport. Ouais. Le sport, avec le sport, on peut. Donc c'est dit que ce n'est pas vraiment un truc. Maintenant, sur le plan social, il y a eu l'engouement que ça a amené et que tout le monde est d'accord aujourd'hui que nous avons une équipe nationale. Effectivement. Et il y a la confiance qui renaît. Vous voyez ces belles images, c'est comme ça ils ont été accueillis à leur arrivée. Maintenant, sur le plan économique, de toute façon, les joueurs vont prendre aujourd'hui de la valeur. De la valeur, et il y a des équipes qui vont venir se renseigner sur ces joueurs-là. Et aujourd'hui, si nous faisons le point de leur valeur marchande totale, c'est qu'au départ, avant la CAN, le premier match,
Aujourd'hui, on est sorti de la CAN, les valeurs marchandes, là, c'est tellement quelque chose à évoluer. Forcément. Voilà. Et justement, quand on en arrive un peu au championnat local, le championnat national, est-ce qu'on a des chances aujourd'hui de voir des recruteurs venir voir un peu dans la pépinière? Est-ce qu'il y a encore des joueurs qu'on peut révéler? Vous savez, le championnat que nous avons pu jouer, le championnat passé, a montré quand même que lorsqu'on met un peu de sérieux, que le Bénin, on peut faire beaucoup de choses. Si nous rééditons encore la saison prochaine ce que nous avons pu faire, je crois que d'ici 2 ans, le Bénin devait être aussi un laboratoire de football. Donc il y a forcément des retombées sur le plan national, sur notre championnat. Et vous allez voir que le championnat que nous allons jouer, le championnat 2019-2020, nous aurons beaucoup d'étrangers qui vont chercher à venir jouer au Bénin. Donc c'est à nous de cadrer ce flux-là. Et je peux vous dire que je suis aussi le président de l'ASPAC et déjà je peux vous dire que les choses ont déjà commencé. Les choses ont commencé. Au niveau de l'ASPAC, c'est ce que nous allons sourire. Ah oui. Là, oui. Il y a des recruteurs, comment ils appellent les agents de joueurs qui vous font les cours, la cour déjà. On en a déjà 3. Sur 3 joueurs, donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle parce que vous savez qu'à la Goussatour, on est passé par l'ASPAC et que c'est l'ASPAC qui l'a vendu à Niort. Donc le fruit même de ce transfert-là nous a permis d'acquérir le grand bus que vous voyez là pour l'ASPAC. Super. Donc c'est un bon produit que nous avons vendu. Il y a d'autres qui viennent demander aussi. Donc, alors justement, avec cette visibilité que le Bénin a eue à travers cette CAN, quel sera le rôle de la fédération pour réguler un peu l'arrivée de ces agents de joueurs, pour réguler un peu le niveau de la compétition également? Bon, déjà, nous voulons faire la promotion des jeunes béninois au niveau de la fédération, ce qui a fait que la saison passée, nous avons cadré l'arrivée des étrangers dans chaque équipe. Nous avons dit qu'aucune équipe ne peut aligner plus de 5 joueurs étrangers. Bon, donc avec l'engouement, nous allons voir si nous allons rester comme ça ou ouvrir davantage ou rétrécir le nombre. Nous allons voir ça ensemble en comité exécutif. Mais de toute façon, le comité exécutif n'est pas fermé à toute proposition qui devait amener à aller de l'avant. Donc voilà. Et l'une des retombées dont le Bénin peut vraiment profiter, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde entier sait que le Bénin a commencé à devenir un grand pays de foot et que le Bénin peut abriter des manifestations de grands championnats, même continentaux. Est-ce qu'il ne faut pas déjà penser à comment préparer ces événements à travers les infrastructures qu'on va installer pour que le Bénin puisse mieux se révéler à travers le sport? Pourquoi pas une CAN au Bénin? Exactement. Bon, la CAN, de toute façon, la CAN, on peut commencer par faire ou miroiter une co-organisation avec le Togo. Pourquoi pas? Pourquoi une co-organisation? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pratiquement dans tous les départements du Bénin les stades omnisports qui sont en pleine réflexion et aux normes de la FIFA. C'est déjà dans 2 ans ou 3 ans. Donc ça veut dire que déjà on peut être dans une perspective. Tout à fait, et pouvoir organiser. Et il y a des hôtels qui se construisent un peu partout pour pouvoir accueillir justement ces hôtes. On peut espérer que le Bénin organise. Lorsque nous aurons fini tous les travaux du PAG qui nous accompagne dans le sport, nous aurons vraiment à chaque localité du Bénin des terrains de football. Et là, en ce moment, nous pouvons regarder droit dans les yeux de la CAF pour leur dire nous-mêmes, nous voulons organiser la CAN. Donc, nous espérons que nous allons en arriver là. Voilà. Nous avons le terrain de Porto-Novo, nous avons Cotonou. Certainement, si nous avons un grand terrain vers Parakou, ça ne serait pas mal aussi. Donc, on va penser, nous invitons les autorités au niveau de penser dans ce sens pour qu'on ait dans le Grand Nord un terrain gazonné naturel, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui ou tout ce que le gouvernement fait, l'effort qu'il fait par rapport
au terrain, c'est des terrains synthétiques. Ah oui. C'est des terrains synthétiques, donc nous aurons souhaité qu'il y ait un grand terrain gazonné naturel vers le Grand Nord. Là, on aura Porto Novo, Cotonou et Parakou. Nous avons les infrastructures hôtelières, routières qui se construisent, donc d'ici peu, on peut vraiment regarder droit les yeux à CAF pour leur dire que nous voulons organiser cette canne-là. Et lorsque ça commence comme ça, ce sont les investisseurs aussi qui viennent installer leurs entreprises dans les pays. Absolument. Quand nous avons vu en Égypte ce que nous avons vu là, c'est vraiment, il faut les routes. Il faut les routes. Les routes, il y en a. Desservir les villes. On a vu. Vous avez vu. Qu'on a rêvé pour le Bénin et Inch'Allah, on est dans la bonne voie. Oui, cela est possible. Alors, si vous permettez, M. Wahabou Adam Tchabi. Et très rapidement. Justement. Nous avons également le classement FIFA. Le classement FIFA, le Bénin a fait une très belle prestation. Avant la CAN, on avait une position un peu reculée. Aujourd'hui, on a des chances d'avancer dans le classement FIFA. Oui, forcément. Et déjà, même avant le tirage, vous avez vu qu'au niveau de la CAN, déjà le Bénin est dans le chapeau 2. Ouais. Bon, notre objectif, c'est d'évoluer, d'être dans le chapeau 1. Plus vous évoluez dans le chapeau, c'est que plus vous avez les facilités au niveau des avantages, au niveau des marques retour, marques aller, le premier match, tout ça. Donc le Bénin, nous allons travailler ensemble, puisque c'est un travail de tout le monde. Donc nous allons travailler pour que l'indice FIFA ou l'indice CAF du Bénin puisse progresser. En tout cas, quand on voit la poule dans laquelle se trouve le Bénin, c'est une poule vraiment favorable. On peut dire que le Nigeria et le Bénin peuvent se qualifier et encore être présents à la prochaine compétition au Cameroun en 2021. Dès que nous avons eu le tirage, quelqu'un m'a envoyé le message pour dire waouh, le Bénin est encore qualifié pour la CAN Cameroun 2021, je l'ai dit, encore qu'il faut qu'on joue. Oui. Donc nous allons jouer et que le Bénin, Inch'Allah, va se Absolument, et il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Merci à vous, Monsieur Wahabou Adam Tchabi. Je rappelle... Je voulais faire un mot de fin pour dire que vraiment c'est le travail, la discipline et la conviction dans le travail que nous faisons, c'est ça qui paie. Et je voudrais remercier très sincèrement l'entraîneur Tissué. Il a cru en lui, le monsieur, il a une rigueur de travail impeccable. Même un membre de la fédération, pour rendre visite aux joueurs, ce n'est pas... Il faut la rigueur. Lorsque vous aspirez à des résultats vraiment concrets, concluants, tels que ce que nous avons eu, il faut vraiment de la rigueur. Merci à vous d'avoir fait ce clin d'œil à l'entraîneur Michel Dussuyer pour cette rigueur qui a permis d'avoir ce résultat. Merci également à vous. Merci à vous. Ylvaïus Balogun. On se rattrape dimanche prochain. On se rattrape dimanche prochain. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Dimanche prochain, on va se retrouver pour un autre numéro, mais je vous invite déjà à suivre cette émission en nouvelle diffusion lundi à partir de 11h. Au revoir et à très bientôt.